Et salut tout le monde, bienvenue dans l'avant-match de la rencontre entre Metz et Rennes pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Messins qui vont tenter de se maintenir dans le top 10 face à un adversaire du top 10 en plus, en la personne du Stade Rennais. Et on va un peu parler des éléments importants de ce match, avec bien sûr en ma compagnie le retour de Monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu Grenat Forever? Ouais, écoute, bonsoir, monsieur Socket, tout va bien, tout va très bien, content d'être de retour après cette petite exception du débrief contre le Racing Club de Lens. Oui, qui a duré 50 minutes environ en solitaire. Alors je te laisse imaginer si tu avais été là, on aurait fait Et 1h30, 2 heures, on ne se serait plus arrêté. Mais effectivement, content que tu sois de retour pour qu'on puisse donc parler de ce match entre le 7e et le 8e du classement. On va présenter tous les éléments, mais cette rencontre est très attendue parce que elle fait partie de cette série de matchs où le FC Metz doit affronter des concurrents directs au top 10. Ce sera Rennes ce week-end, mais bien sûr il y aura par la suite Monaco, Lille, donc toute une ribambelle d'adversaires qui seront pas simples à gérer pour le FC Metz, et ce jusqu'à la fin de la saison bien sûr. Avant de commencer, petite chose à vous rappeler tout d'abord, mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Grenat Forever et moi-même, nous allons donner notre pronostic à la fin de l'avant-match. Pour information, j'ai eu juste la semaine dernière, puisque j'avais parié de partout entre Lens et Metz, et j'ai eu raison, comme quoi les choses aussi peuvent des fois arriver de manière positive, même après un match nul un peu compliqué. Donc j'attends bien sûr vos pronostics dans les commentaires. Dernier point bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. Encore une fois, un grand merci à ceux et celles qui se sont abonnés récemment ou qui vont le faire à la fin de cet avant-match. Est-ce que tu es prêt, Grenat Forever? toujours prêt. Tout de suite, je vous propose à toi, à vous, les auditeurs, auditrices, que nous allions voir du côté du classement, puisque, donc, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Metz 7e reçoit Rennes 8e. Deux équipes qui à l'heure actuelle se tiennent en seulement un point, Metz à 42 points, Rennes à 41 points, et donc nous sommes un peu dans le bas de ce top 10 à l'heure actuelle, encerclés notamment par cette équipe de Montpellier qui est à égalité avec Rennes justement, mais bien sûr devant nous il y a aussi cette équipe de Lens dont nous avons un peu laissé tranquille, puisque nous avons pas réussi à les battre lors du précédent match. Mais avant de parler du FC Metz, bien sûr, on va parler tout de suite de cette équipe de Rennes parce qu'il faut un peu développer quelques propos à son sujet. Et cette équipe de Rennes, mon cher Grenat Forever, on peut dire quand même qu'elle a vu des derniers résultats, depuis la reprise notamment. C'est pas une équipe qui réussisse sa deuxième partie de saison. Oh bah c'est une équipe tout simplement, c'est peut-être, j'ai pas le classement sous les yeux, mais je pense qu'ils sont dans les 3 derniers sur la phase retour du championnat et j'en suis quasiment même certain. En plus, il y a eu un changement d'entraîneur, qui font qu'ils se sont relancés. Mais ça reste à voir. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ça va vraiment être le match qui les aura relancés et celui de la semaine dernière? C'est vrai que les deux équipes sont dans une dynamique, voilà. Oui, alors, pour essayer tout d'abord sur cette équipe de Rennes, avant de parler du FC Metz, Grenat Forever, c'est vrai que cette équipe de Rennes n'a gagné que 2 matchs depuis la reprise du championnat, donc depuis le début de la phase retour. La victoire contre Brest à la 20e journée, et donc cette victoire contre Strasbourg, après quand même une série Grenat Forever de non-victoires assez importante, puisque j'ai noté quand même qu'on est sur quelque chose comme quoi à peu près 9 matchs sans victoire, si je prends notamment le match de Coupe de France contre Angers inclus. Mais sinon, voilà, tu as 2 nuls contre Lorient et Lens, et tout le reste, c'est des défaites, quoi. Tu perds contre Lille, tu perds contre Saint-Etienne, Montpellier, Nice, et Lyon et Marseille. Le FC Metz, Grenat Forever, parlons-en vite fait quand même, parce que cette équipe de Metz qui sort de ce match nul, alors qui, en termes de résultats comptables, est pas si mauvais que ça, parce que finalement, compte tenu peut-être on va dire de l'absence peut-être de certains joueurs comme Kouyaté, Santon, qui était suspendu, faisait que obtenir un résultat contre cette belle équipe de Lens était un peu, pas non plus un résultat à jeter à la poubelle, mais il y a le contenu qui aussi fait un peu planer du doute sur ce que les Messins sont capables de produire. Quand on voit quand même que depuis notamment cette série de 2 victoires, tu sais, Nice-Bordeaux, où on a quand même réussi au niveau des résultats, au niveau comptable, à ramener des points, mais pareil, on a senti, tu vois, des mi-temps qui des fois étaient un peu plus poussifs, puis après une remontée dans le match. Et finalement, Lens, ça s'est un peu confirmé cette impression-là que Metz c'est pas non plus, tu vois, dans une situation où l'équipe tout entière est sûre d'elle, tu vois, est sûre de sa force. Est-ce que toi tu penses, Grenat Forever, que si Metz par exemple perdait son match contre Rennes, par exemple,
Est-ce que tu penses que ça confirmerait que effectivement depuis quand même quelques matchs, les doutes sont présents et risquent peut-être de se poursuivre quand tu vois les adversaires qui vont arriver? Si on perd des doutes, je sais pas si on peut appeler des doutes, mais est-ce que du coup ça voudrait pas dire qu'on bah, tout simplement on a atteint notre plafond de verre? La saison, elle est déjà voilà, elle est pour moi déjà réussie. Et peut-être que ce plafond que certains voulaient, peut-être l'Europe ou le top 10, c'est peut-être pour l'instant un chouïa compliqué pour nous. Ça, on aura la réponse demain. Moi, j'attends une réaction par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, dans le contenu, évidemment. Mais non, je pense pas qu'en cas de défaite, on pourra pas parler de doute. Je pense juste que on aura atteint nos limites. Ouais, toi tu penses que Tout c'est simplement. c'est en ça que le match contre Rennes est peut-être l'un des moments clés en fait de cette fin de saison en fait selon toi. Bah, surtout que voilà, il y a la trêve internationale derrière, donc je me dis c'est potentiellement un peu comme la semaine dernière, j'ai envie de dire un match à 6 points, même si cette expression est un peu illusoire, mais c'est vrai, c'est un match qui peut nous permettre quasiment, on va dire, d'assurer, on peut le dire, une place dans le top 10, hein. Demain en cas de victoire, déjà, tu repousserais un concurrent et tu te donnes le droit de rêver après la trêve internationale en ayant récupéré quasiment tous tes joueurs. Donc pour moi, c'est un match très très important. Surtout que on parlera du bilan à Saint-Symphorien, mais il est famélique hein, sur la phase retour. Il est famélique. Oui, parce que j'allais y venir justement en parlant de l'état de forme de Metz actuellement, mais c'est vrai qu'en plus, ça serait quand même bien pour Metz de à nouveau regagner à domicile, alors que comme on l'a précédemment dit, voilà, à domicile, tu as quand même un bilan, notamment depuis la reprise, qui est pas extraordinaire, hein. On a seulement eu qu'une seule victoire, si je me trompe pas, depuis la reprise contre Nantes, hein. Et puis derrière, ben, qu'est-ce qui se passe? Finalement, tu fais nul contre Montpellier, tu perds contre Strasbourg, tu perds contre Angers, et tu as quand même envie à un moment donné de retrouver une assurance à domicile. Alors tu compenses avec l'extérieur, hein, on l'a très souvent dit, mais c'est vrai que là pour le coup, quand tu sens en plus qu'il y a des matchs clés contre des concurrents du top 10 qui ont lieu aussi, tu vois, bah, tout simplement à domicile, hein, je pense bien sûr, pourquoi pas à un match comme Lille, qui au moment où il va être placé va être assez important. Le match contre Marseille en fin de saison peut-être sera un match décisif pour le top 10, on ne sait jamais. C'est vrai que si tu te rassures pas à nouveau à domicile, d'ici la fin de la saison, ça sera quand même assez compliqué pour le FC Metz. En tout cas, vous avez toutes les informations sur les états de forme de Rennes et de Metz pour cette rencontre. Petit rappel avant de passer à l'aspect tactique. Match aller entre Metz et Rennes, victoire de Rennes 1-0, but de Clément Grenier. Clément Grenier qui d'ailleurs ne sera pas là, Grenade Forever. On en parlera juste après, mais il n'est pas convoqué bien sûr dans le groupe côté Stade Rennais. On passe maintenant à la partie tactique. La tactique, les compositions possibles des deux équipes, et j'aimerais tout d'abord, Grenade Forever, que nous allions du côté de Rennes. Cette équipe de Rennes qui, mine de rien, avait tous les motifs, entre guillemets, pour tester des tactiques différentes. Comme on l'a vu précédemment dans les états de forme, cette équipe de Rennes, bah, finalement, peu importe les systèmes qu'elle tentait, ça marchait pas et il n'y avait pas des résultats concluants. Il y a ce match contre Strasbourg, avec donc cette victoire contre Strasbourg, dans un schéma, sur le papier, comme il est affiché, notamment quand vous allez voir les matchs de Rennes, affiche plutôt une sorte de 4-2-3-1, avec notamment, tu sais, ce double pivot Nzonzi Kamavinga. Juste pour information, je vous ai mis un peu la position moyenne des joueurs de Rennes lors de ce match contre Strasbourg pour que vous vous rendiez compte qu'il y a quand même des joueurs qui ont des rôles particuliers dans cette équipe de Rennes, avec un Nzonzi qui va être beaucoup plus en retrait dans le milieu de terrain, un peu une sorte de presque de numéro 6, hein, et un Kamavinga qui lui va beaucoup plus être vers l'avant, puisque lui justement a une telle capacité à jouer vers l'avant qu'il peut contribuer bien sûr même offensivement du côté de Rennes. Et on a vu aussi qu'un Doku ou un Bourigeaud avait tendance aussi à rester proche de l'attaquant axial qui était Terrier, hein, pour ce match contre Strasbourg. Donc à voir si du côté de Metz on a identifié cela, parce que je sais que durant les matchs précédents du côté de Rennes, on avait tendance à beaucoup plus écarter le jeu et malheureusement ça n'avait pas été payant pour eux. Notamment aussi il y avait les latéraux qui montaient beaucoup. Là c'est que contre Strasbourg ils sont restés un peu plus en retrait au niveau de la ligne médiane, donc peut-être que il y a eu une réflexion sur ce match-là à faire pour le staff d'Antonetti pour voir un peu comment peut se démerder cette équipe de Rennes. Toi, Grenade Forever, cette équipe de Rennes,
Donc j'ai dit justement sans Grenier, puisque Grenier n'est pas là dans le groupe que vous aurez bien sûr à l'image. Est-ce que tu penses, Graham Faber, que cette équipe de Rennes va rester sur la continuité de ce qu'elle a mis en place contre Strasbourg et qui a marché pour Strasbourg pour le coup? Ou est-ce que tu penses que cette équipe de Rennes va faire comme par exemple a fait Angers, chercher à s'adapter au FC Metz? C'est compliqué à dire. Non, moi je pense qu'ils vont essayer de faire ce qu'ils ont fait contre Strasbourg. Je pense que là, les résultats qu'ils ont eu les derniers temps prouvent qu'ils n'ont pas forcément envie, eux, de s'adapter à l'adversaire parce qu'ils ont vu que ça ne fonctionnait jamais. Le nombre de systèmes que Julien Stéphan a mis en place depuis 2 mois, il a joué à 3 derrière, en 4-4-2, 4-2-3. Il a toujours essayé, lui, de s'adapter, entre guillemets. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, je pense que Bruno Genesio, il a trouvé peut-être un équilibre, c'est difficile à dire. Bon, de nouveau, dans ce 4-3-3. Moi, je pense que demain, il viendra comme ça. Les joueurs qui mettra, ça par contre, c'est la grosse énigme parce que ça tourne quand même beaucoup, donc je serai incapable de te donner ce qu'il pourrait faire. Mais je pense que Rennes va essayer de jouer. Ouais. Ils vont pas nous attendre et essayer de calquer leur système sur le nôtre. Ça, j'en suis certain par contre. Ben, tu sais, autant je suis d'accord avec ton analyse. C'est pas Bruno Genesio. Hein. Bruno Genesio n'a jamais été un très grand tacticien, hein, comme les supporters lyonnais peuvent le constater. Ouais, après, c'est vrai que on est toujours un peu dans la méfiance parce que tu vois, genre un Stéphane Moulin n'avait pas changé beaucoup sa tactique les matchs précédents Metz, et pour le coup, contre Metz, il décide de mettre un milieu plus athlétique, ce qu'il avait jamais fait auparavant, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, on sait jamais, peut-être que Genesio va trouver un élan de génie et changer les choses. Mais en tout cas, voilà, vous avez un peu l'idée de ce qu'a voulu faire Genesio contre Strasbourg. Est-ce qu'on aura la même chose ou pas? Bien sûr, réponse dans le match ce samedi 13h. Côté FC Metz, Grenoble Forever, nous nous attendions avec grande impatience l'annonce du groupe, parce que on savait qu'il y avait le retour de Kouyaté et de 111, retour de suspension. Il y avait une question, c'était est-ce qu'un certain milieu récupérateur allait revenir dans le groupe, lui qui était un peu dans l'incertitude quant à son retour. Je parle bien sûr de monsieur Kevin Endoram. Finalement, Endoram n'est pas convoqué pour ce match contre Rennes, et donc avec les retours donc de 111 et de Kouyaté, on reste sensiblement dans la même logique que les matchs précédents. Je rappelle bien sûr que Oukidja a encore quand même ce match de suspension à faire, plus un autre match. Caillard, comme vous savez, remplace bien sûr Oukidja qui est suspendu pour ce match contre Rennes et aussi pour le match suivant. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce groupe. Bien sûr, la grande question, c'est que va-t-on faire tactiquement en Grenoble Forever après notamment l'échec tactique du match contre Lens. Je rappelle que contre Lens, monsieur Antonetti avait décidé de retirer un attaquant pour mettre un milieu de terrain supplémentaire avec pour mission de reprendre le pouvoir dans cette zone du terrain. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné et c'est même le milieu de terrain lensois qui a même, on peut dire, marqué le deuxième but, tu vois. Donc, on va dire que cette question de renforcer le milieu de terrain avec la préoccupation de ne pas exclure un joueur parmi les Boulaya, Pajot, Saar et bien sûr Maïga, fait que on se demande, Grenoble Forever, est-ce qu'Antonetti va à nouveau chercher à mettre tous ces milieux on va dire à statut de titulaire dans le 11, ou est-ce qu'il va revenir finalement à ce qu'il faisait les matchs précédents, tu vois, avec deux attaquants, on peut dire trois milieux et la défense traditionnelle avec notamment le retour de Kouyaté. C'est quoi un peu ton avis? Est-ce que tu penses qu'il va à nouveau changer ou alors revenir à ce qu'il faisait avant Lens? Pour moi, il va à nouveau changer, c'est-à-dire qu'il va changer, il va revenir au système qu'il avait avant Lens. Il a bien précisé en conférence de presse que le système mis à Lens, c'était vraiment un système mis sur un match pour contrecarrer les Lensois. Ça n'a pas marché, ça on en a conscience, mais il a dit que c'était un système fait pour ce match. Je pense que demain il n'y a pas de problème, on repartira sur un schéma toujours à 3 derrière, mais avec un milieu en moins et un joueur offensif en plus. En plus, nous avons le retour de 111 et Kouyaté qui n'étaient pas là le match à Lens. Donc après, la question c'est de savoir qui va être, qui dans ce milieu à 3 va sortir. Moi j'ai ma petite idée là-dessus, mais je pense qu'on aura un offensif en plus, certainement peut-être un Lamine Gueye qui n'a pas du tout joué, si je dis pas de bêtises, à Lens, qui n'est pas du tout rentré en jeu alors qu'il était quand même très impactant lors des 2 dernières victoires de Metz. Puis il sait que voilà, il peut pas se permettre après le résultat à Lens, s'il veut avoir des ambitions encore de top 10,
de jouer avec un schéma vraiment défensif, puis ça n'aurait aucun intérêt. L'équipe de Rennes n'est pas l'équipe de Lens qui, elle, était en pleine bourre au moment où on les rencontrait, quoi. Ouais, alors après, c'est vrai que Enfin, comment dire, tu parles de questions de choix de joueurs. Alors, si on prend un peu, tu vois, du bas jusqu'en haut, la première question, évidemment, et je te la pose parce que je sais que tu es très attaché à ce poste-là, euh, c'est quand même compliqué de ne pas voir autre chose que Delaine au poste de latéral gauche, même si on peut penser qu'éventuellement, tu vois, voilà, on a toujours ce débat entre l'équilibre attaque-défense d'Audol et l'avantage offensif d'un Delaine. Comme j'ai dit lors du débrief du match contre Lens, si on veut chercher la petite bête, Delaine a aussi une responsabilité sur le deuxième but encaissé, mais il fait quand même le match qu'il fait offensivement qui parle pour lui, tu vois. C'est toujours là un peu l'élément compliqué. Toi, et je pense que beaucoup sont comme ça. C'est vrai qu'on n'imagine pas trop voir Delaine ne pas être titulaire contre Rennes bah, au poste de piston gauche, quoi, non? écoute, c'est compliqué. On a eu depuis avant le match de coupe à Valenciennes, on avait ce souci d'alternance, hein. C'était vraiment une fois l'un, une fois l'autre. Le problème, c'est qu'à Valenciennes et Lens, au gré des suspensions et du match de coupe, ben, il est dû que Delaine et Udol ont joué tous les deux derniers matchs, et à Valenciennes en coupe et à Lens. Donc demain, par contre, étant donné le retour des suspensions, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est une bonne question. Le dernier match à Angers, c'est Mathieu Hudol qui l'a joué. Quand c'était le souci d'alternance, la logique voudrait que Thomas Delaine, surtout dans un match où on doit gagner, bah, ça soit lui qui apporte du poids offensif. Donc, je pencherai sur Delaine, mais bon. Ouais, et bon, le même débat, quoi. Toujours la même chose. C'est ça qui est terrible avec Et, avec ce poste de piston gauche, hein. De toute façon, on va pas. C'est malheureusement pas une question qui est réglée, même avant la 30e journée. Donc, c'est clair. donc voilà, donc encore une fois, vous avez votre choix, votre champion, hein. Grenat Forever a son champion comme d'habitude. Mais bon, c'est pas simple, je suis bien sûr d'accord avec vous tous, hein, qui voilà, réfléchissez beaucoup à une possibilité de voir l'un ou l'autre. C'est évidemment une question sans réponse. Pour le milieu de terrain, Grenat Forever, tu as parlé donc de l'idée de retirer un milieu par rapport à Lens. Milieu défensif, hein, je n'ai pas précisé. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, parce que tu me dis, tu as une idée. Quelle est ton idée? Moi, je veux bien savoir, ça m'intéresse. Et ça intéresse les gens qui Ah non, mais s'écoutent. non, mais mon idée, de toute façon, on part du principe qu'on va rejouer dans un double pivot avec un numéro 10, Farid Boulaya étant incontournable. Pour moi, la logique voudrait que c'est celui qui revient un peu de blessure qui soit sur le banc. Moi, je serais pas étonné. Je pense que Vincent Pajot devrait commencer remplaçant demain pour garder ce Papé Matarsar à Maïga et au moins avoir un mec qui, selon la physionomie du match, t'as pas arrivé à faire la différence ou t'es mené au score. Un mec comme Vincent Pajot, par contre, rentrer dans une dernière demi-heure, ça peut être très intéressant. Soit pour te garder un score, te garder le ballon comme il sait faire, soit pour essayer, lui, de casser des lignes, même si on a vu qu'à Lens, c'était très rare. Il a beaucoup joué de passes latérales, mais ça, le débat n'est pas là. Oui, alors après, est-ce que Antonetti considère que Pajot, par son expérience, son statut quand même qu'il a pris depuis son arrivée à Metz, est un joueur qui doit être mis sur le banc? Parce que là, il y a aussi la question des performances actuellement qui fait que la question est très compliquée à traiter, hein, bien sûr. Je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que il y a une hypothèse que je dis ça vraiment, mais what the fuck, hein. Est-ce qu'une hypothèse qu'un Sar soit numéro 10 avec un double pivot Pajot Maïga, est-ce que tu penses que ça c'est il y a Impossible. Je voulais le dire, mais impossible. mais même si un Boulaya est peut-être moins bien depuis quelques matchs. Oui, parce que malheureusement, malheureusement, dans une équipe Farid Boulaya, je pense, peut être mauvais pendant deux trois matchs. Il a cette caractéristique du joueur qui peut à tout moment, il a ce profil pour te sortir une action de génie, alors sur 90 minutes, qui fait que tu es obligé de l'avoir dans ton 11, parce que tu sais que lui, c'est l'un des rares footballeurs dans cette équipe qui peut, sur un coup de génie, te sortir un truc, même quand il n'est pas bien. Donc, non, pour moi, c'est inconcevable que Farid Boulaya soit remplaçant. C'est pas possible. Il n'y a aucun monde où il est remplaçant. Ou Question. alors, encore une fois, ça serait un parti pris de Frédéric Antonetti, et c'est toujours la même chose. Ce parti pris sera payant si ça gagne, mais si ça perd, le premier levier qu'on va avoir à dire, c'est à pas vouloir sortir les trois milieux, on sacrifie Boulaya, et voilà ce qui. Non, c'est pas possible. Hmm. Connaissant, c'est pas possible qu'Antonetti se. Non.
Impossible. Impossible, J'ai impossible. beau chercher, impossible. J'ai posé une question what the fuck, hein, bien sûr. Hein. Commencez pas à partir dans les commentaires si vous. Je pose une question what the fuck. Hein. Je connais, je suis du même avis que Grenade Forever sur la composition qui devrait être mise au milieu de terrain. Donc ne vous inquiétez pas, bien sûr. Par rapport à l'attaque, donc tu disais si on retourne à 2 attaquants et non plus un. Là, pareil, Wagner, on sait qu'il est meilleur quand il rentre en jeu que quand il est en starter. Hein. Même si pour le coup, à un poteau près, il aurait pu faire une très très bonne première mi-temps hein, contre Lens, hein, à un poteau près bien sûr. Imaginons que, je ne sais jamais, il repartirait avec Wagner. Toi tu penses que quoi, c'est Lamine Gueye qui part avec un cran d'avance par rapport aux autres? Ben, il a pas joué le dernier match. C'est celui qui a été quand même le plus impactant et dans la défaite à Angers et dans je trouve les 2 victoires qu'on a fait. Donc pour moi, je suis quasiment sûr que si on part avec un ailier droit, c'est Lamine Gueye qui les joue. Après, à voir qui va l'accompagner. Wagner a eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de tenter peut-être un Thierry Ambrose ou de ressortir un Aaron Leia-Ideka du chapeau? Ça dépendra de notre manière de jouer. Donc, je ne sais pas avec Frédéric Antonetti, on ne sait jamais qui va jouer devant. Mais je pense que Lamine Gueye devrait être titulaire. La question, c'est qui à ses côtés. Oui. Wagner a joué les 2 derniers matchs titulaires, hein, et à Valenciennes et à Lens. Ouais. Donc, avec, comme j'ai dit, cette problématique, Wagner Diaz vraiment en starter, c'est. Tu vois, tu sens que c'est pas la même chose que quand il rentre en jeu, tu vois. Quand il rentre en jeu, tu sens un impact quand même, mais c'est vrai qu'en starter. puis l'impact du banc, l'impact du banc, il n'y a pas eu d'impact du banc à Lens parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais il n'y en a eu qu'un seul, il y en a eu qu'un seul, hein, de toute façon. Voilà, est-ce que justement il a du coup pas envie de réavoir demain un banc qui va pouvoir lui ramener quelque chose comme il s'est passé beaucoup de fois cette saison? Mmh. Moi, je suis sûr qu'en Frédéric Antonetti fera pas 2 fois la même erreur et donc. On espère un peu, on espère pour Metz bien sûr. Non mais c'est toujours pareil, on espère. Hein. Ouais, voilà. Donc après on verra bien ce qu'il fera, mais pareil, hein, pour résumer l'attaque, pas d'hierarchie dans l'attaque, donc forcément énormément de possibilités. Ah bah ça, il l'a dit lui-même. Voilà. Il a encore dit en conférence cette semaine, il n'y en a aucun qui se dégage. Et ça sera pareil jusqu'au retour de Payet, qui d'ailleurs ne devrait pas trop tarder. Ne devrait plus tarder, pardon. Je me prononce pas là-dessus parce que j'ai des échos, donc je me prononce pas là-dessus. On verra bien, c'est pas le sujet, mais on verra bien sûr. On va passer maintenant, pour terminer en beauté, au pronostic. Donc on vous demande, hein, bien sûr, ceux qui nous écoutaient, hein, de mettre votre pronostic dans les commentaires. Et j'aimerais avoir tout d'abord ton pronostic Grenade Forever. Match compliqué, mais je pense qu'on va enfin retrouver la victoire à Saint-Symphorien. Et enfin, depuis 2 mois, une victoire 1-0 avec enfin un clean sheet. Oula, tu demandes beaucoup de choses. On n'a pas eu de clean sheet depuis la fin janvier contre Nantes, depuis le 31 janvier, ça fait quasiment 2 mois. C'est ça. Donc, à domicile en plus, ouais, donc le clean sheet à domicile contre Nantes, effectivement. Donc après, tu demandes comme un peu l'impossible, là, comme, non? Avec cette équipe, l'impossible devient possible. Oula, attention, les gars. l'avais travaillé ça. Ouais, non, mais voilà, non, mais que dire? Non, écoute, bon, toi tu pars sur ce score-là. Moi, je vais partir. Ah, je vais partir sur un 1 partout. Je vais partir sur un 1 partout. Parce que c'est Metz à domicile, hein, Metz à domicile. En plus, on aime bien un peu donner de l'espoir à nos adversaires qui essaient de remonter la pente, hein, même quand ils sont carrément au fond du trou. Rennes a commencé un peu à sortir la tête de l'eau contre Strasbourg. On est capable de carrément leur tendre le bâton pour dire vas-y, sors du lac gelé, vas-y, tiens, sors de là, tu vois, on va encore les aider. Mais peut-être avec plus de. Cette fois-ci, peut-être un peu plus d'assurance dans le jeu. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que c'est vrai que ce qu'on a vu les matchs précédents n'était pas très rassurant dans le contenu. Donc je vais dire un partout. Mais bon, s'il y a une victoire de Metz, hein, elle va être évidemment très très serrée, vous en doutez bien, parce que c'est le FC Metz, n'oublions pas. On va vous laisser avec cette analyse de ce match entre Metz et Rennes, les enjeux de ce match dans cet avant-match. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour la suite? Bien sûr, le débrief de la rencontre sera publié comme d'habitude début de semaine. Alors là, vu que le match est samedi, certainement lundi matin. Normalement, je pense qu'on sera prêt là-dessus. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? À part bon match, à celles qui vont regarder le match. Portez-vous bien, comme d'habitude.
Et allez le SMS.